Alors, je suis Carole Filière. Actuellement, je suis maître de conférence à l'Université de Toulouse 2, Jean Jaurès, où je suis titulaire depuis 2011. Je travaille dans un département qui s'appelait le CETIM, le Centre de traduction, d'interprétation et de médiation linguistique, qui aujourd'hui s'appelle le DETIM, le département, qui forme des traducteurs trilingues et des interprètes trilingues de haut niveau. Heu, que dire de plus, si ce n'est que j'ai dirigé ce département pendant 5 ans et que je suis la responsable du master de traduction de ce département. Ça a l'air un petit peu éloigné de ma thèse qui s'intitulait, «Le lien et la rupture. Écriture de l'ironie et de l'intime dans l'œuvre de Leopoldo Alas Clarín», qui est un écrivain du 19e siècle, né en 1852 et décédé en 1901. Cette thèse, je l'ai soutenue en 2009 à Paris 3, la Sorbonne Nouvelle, et j'ai eu la chance de travailler avec une directrice formidable qui est madame Françoise Etienne. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu si cette thèse est le fruit d'un parcours traditionnel d'un point de vue académique ou d'un parcours plus singulier? Traditionnelle au sens, Académique, universitaire, voilà. pas tellement pas complètement parce que j'ai commencé à faire une prépa à Toulouse et j'ai pu intégrer l'école normale supérieure, lors de son arrivée à Lyon en 2000. C'est à l'ENS de Lyon que j'ai fait un DEA, une maîtrise d'abord, un DEA et où j'ai passé l'agrégation et c'est ensuite, j'ai rejoint l'université par le doctorat avec une inscription à Paris 3, en 2002. Voilà et cette thèse, j'ai aussi pu la terminer et faire des recherches sur le terrain grâce à un séjour à la Casa Velasquez pendant 2 ans, de 2007 à 2009. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quel a été l'élément déclencheur de ton sujet de thèse? Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce sujet? Hem, une anecdote, en fait, moi j'ai travaillé un tout petit peu sur le 19e, avec Serge Salin. Je travaillais sur la relation entre l'œil et la page, dans les textes, de L'Esperpento de Valle Inclán. Mais je travaillais également sur des romans historiques, les premiers best-sellers espagnols sur la guerre civile. Et il se trouve que, lors d'un été, j'ai été jeune fille au pair à Palma de Mallorca où j'étais exploitée et je n'avais que 2 heures de congé, par semaine, très bien placée, de 14 heures à 16 heures, quand il fait 45 degrés à Palma et que tout est fermé. Et la seule librairie que j'avais pu trouver, qui était un tabac, proposait un exemplaire un peu vieilli, rose fluo, de La Regenta de Clarín. J'ai acheté ce livre et que j'ai dévoré dans mes heures perdues, la nuit, quand j'en avais assez de m'occuper des enfants, de cette famille. Et ça a été un coup de foudre, en fait. Moi, je lisais beaucoup de littérature du 19e, mais ça a été une découverte absolue, de cette écriture, en fait, qui m'a fascinée chez Clary. Voilà et j'ai complètement changé. J'ai demandé, à passer du 20e au 19e et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Françoise Etienne. Et comment est-ce que tu en es arrivé au sujet de l'ironie à partir de la Regenta? Alors au départ, j'ai travaillé, le sujet de la thèse, c'est l'ironie et l'intime. Il y a 2 pôles, hein, sur la thèse, on pourra en parler. J'ai d'abord commencé à travailler sur l'écriture de l'obsession dans la Regenta. Heu, ce qui m'intéressait, c'était le travail sur la folie, sur les marges, qui est très caractéristique quand même d'un certain type d'écriture en prose au 19e siècle. Je voulais creuser davantage cette écriture et l'ironie, en fait, c'était frappant, forcément et je dois dire que c'est un petit coup de pouce de madame Etiambre, dont c'est le dada, qui adore la rhétorique, qui, nous avait marqués par ses cours de rhétorique. D'ailleurs, maintenant, j'enseigne la rhétorique et je lui rends hommage au début de chacun de mes cours. Hem et elle m'avait dit: «Allez voir par là quand même, il y a quelque chose à faire» et c'est à elle que je lui dois. Est-ce que tu pourrais essayer de nous dire quel était ce que tu as cherché à démontrer dans cette thèse, donc quelle était ta thèse en réalité?
Il va peut-être falloir un tout petit peu de temps. Il n'y a pas de problème. Hem, alors avec cette thèse, moi, je me suis approchée d'un monstre quand même de la littérature, un classique, ce qui n'était pas évident parce qu'il fallait proposer une nouvelle lecture et je l'ai fait en me fondant sur l'intégralité de ses écrits, ce qui n'avait jamais été fait. Il y a énormément d'études de bibliographie, magnifiques souvent, mais qui donnaient des images un peu fragmentées, et une image en tout cas fragmentaire de Clarín. Et j'ai pu mener ce travail sur, ses contes, ses nouvelles, ses récits, ses romans et ses articles de presse, parce qu'une énorme entreprise éditoriale était en train de s'achever à ce moment-là. C'est, la publication de ses obras completas, aux éditions Nobel à Oviedo. Donc j'ai pu travailler à partir de ça. Et le fond, en fait, de cette thèse m'est venu d'une phrase d'un romantique allemand sur la prose, qui disait que la prose est à jamais interprétable parce que c'est une création libre et ironique. Et le pari que j'ai essayé de faire dans cette thèse, c'est de redevenir le lecteur qu'a été Clarín. Clarín, pour moi, c'est l'incarnation du lecteur curieux, du lecteur insatiable, mais qui est capable de transmettre aussi la lecture et de faire œuvre de médiateur. Et j'ai cherché à saisir l'intimité textuelle, ce que j'appelais l'intimité textuelle, à l'œuvre dans son écriture, son rapport aux différentes sphères du savoir et de la culture. Ce qui m'a aussi poussée à aller à Oviedo, à reconstituer sa bibliothèque personnelle qui avait été dispersée. L'histoire de ces livres est liée à l'histoire de l'Espagne, hein, quand les, les enfants de Clarín se sont divisés sa bibliothèque. Sa fille, par exemple, a brûlé les livres qu'elle possédait pour se réchauffer à Madrid pendant le siège de la ville, pendant la guerre civile. Son fils qui était recteur, l'un de ses fils qui était, pardon, j'ai un chat actif, qui était recteur de l'université d'Oviedo a été assassiné, et donc les livres ont été volés, certains avaient été récupérés et cachés, et un fonds resté présent à Oviedo qui lui était transmis dans la famille. Et je suis allée sur place grâce aux descendants de Clarín, Maria Cristina et Ana Tolivar Alas. J'ai pu reconstituer ce fonds et faire un catalogue et pouvoir me rendre compte de ce que lisait véritablement Clarín, comment il lisait, et ça a nourri mon travail sur l'écriture. Après, les deux objets qui m'intéressaient sont l'ironie et l'intime, que je liais à deux motifs d'écriture, le lien et la rupture. C'est-à-dire que ce qui m'interpellait, c'était la coexistence dans ces textes d'une distance terrible qu'on associe à celle de l'ironiste et d'une proximité psychologique assez inégalée. On pense souvent à Flaubert ou à Maupassant pour ce type d'immersion psychologique. Et très souvent, dans ce que je lisais, dans la critique, ça semblait irréconciliable d'être à la fois ironiste et psychologue, ou en tout cas capable d'empathie esthétique. Et c'est justement ça, c'est le lien entre les deux qui m'intéressait. Et pour essayer de les comprendre, j'ai mené une enquête de style. J'ai multiplié les analyses stylistiques pour renouveler finalement le regard sur le réalisme. Le réalisme, pour moi, ça n'existe pas, il y a des réalismes. Et en associant au réalisme deux objets qui normalement sont ses limites, hein, l'ironie et l'intime, qui sont porteurs d'une empreinte subjective très forte, ça m'a permis de bouger aussi un petit peu les lignes par rapport à des notions telles que l'ironie, de ne pas m'intéresser à la critique, à la satire par exemple, mais d'en faire une catégorie esthétique, un mode de représentation. Ça, c'était la première partie de ma thèse. Il y a 2 tomes hein, dans la thèse. Et la deuxième partie, qui s'intitulait La fêlure intime, s'intéressait à l'incarnation stylistique de l'intime, au filtre de toutes les connaissances qui étaient celles de l'époque, c'est-à-dire l'écriture de l'indicible, des contradictions de l'être. Et, et au terme de ces deux études, l'une structurelle sur l'ironie, comme champ vocal, comme esthétique ironique de la combinaison, et la seconde plus thématique,
j'ai essayé de montrer que le cœur de la créativité, clarinienne, c'était la combinatoire et le contraste, en fait. Ce qu'aujourd'hui j'appellerais autrement, j'appellerais ça le renversement, mais parce que ça nourrit, toujours mine de rien, la réflexion. En tout cas, le saut de l'ambivalence dans cette écriture était intéressant. Et à part ta directrice de thèse, Madame Etienne, est-ce que des personnes qui ont joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou pédagogique dans la rédaction de ta thèse? Oui, alors j'ai eu beaucoup de chance, parce que, j'ai eu des contacts, très rapides avec, des grands spécialistes, de Clarine. Le premier d'entre eux, Yvan Lissorg, qui a joué un grand rôle, dans ma thèse. Il m'a très rapidement prise sous son aile, il m'écoutait, il discutait avec moi très souvent, il était extrêmement disponible pour toutes mes interrogations, pour partager très généreusement son expérience, son savoir sur Clarine. Et ça, tout au long de mes recherches et de la thèse, même après. Et il y avait également, monsieur Jean-François Botrel, à qui je dois beaucoup. J'adorais recevoir ses articles, qu'il m'envoyait, qu'il imprimait. Il me faisait des tirés à part où il en avait en tout cas. Il ne manquait pas de me les envoyer. Ça enrichissait énormément ma réflexion et de la même façon que Yvan Lissorg, il était très disponible pour ces échanges. Et puis mine de rien, il y avait aussi Serge Salin en fait, qui n'était pas forcément un interlocuteur, mais que je remercie de m'avoir laissé m'échapper à un moment vers le 19e, puisqu'aujourd'hui je reviens vers le 20e, donc c'était peut-être un effet boomerang, voilà, l'effet Salin. Est-ce que tu te souviens des plus grandes difficultés que tu as rencontrées pendant cette thèse? Ouais, c'était savoir mettre des limites, en fait. Pour moi, c'était ça. Parce que j'ai choisi un objet qui est enfin, Clarine, c'est une espèce de boulimique de la lecture. On ne choisit jamais un sujet très éloigné de soi-même, hein. Et je pense que c'est pareil pour moi. Donc, une espèce de soif, de quelque chose qu'on ne peut pas interrompre, que ça soit dans les lectures, hein, parce que d'une lecture, on passe à une autre, mais également dans les analyses textuelles, parce que comme je travaille beaucoup sur l'intertextualité, sur les emprunts, enfin, Clarine, pour moi, ça a été la porte pour découvrir le 19e siècle, le 18e, le 17e. Enfin, et ça, c'était difficile pour moi de savoir m'arrêter. Euh, et puis, je pense comme beaucoup, les dernières semaines, l'horreur absolue de la mise en page, des impressions, de cette angoisse quand tout bouge, tout change, tout saute de page. Moi, ça a été des mauvais souvenirs, en fait. Mais bon, ça reste marginal. Voilà. Alors, qui faisait partie de ton jury de soutenance? Alors, il y avait Madame Françoise Etiambre, Monsieur Yvan Lissor, Anne Charlon et Serge Salin. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce jour de soutenance? Quelles impressions tu en as gardées? Moi, j'étais très heureuse, en fait, de les voir tous réunis. Je les avais quand même beaucoup vus, hein, pendant ces années-là, à Madrid, en France, et de les voir tous ensemble, c'était très agréable. J'avais pas beaucoup d'appréhension ou de peur parce que je savais que c'était une communauté de partage aussi. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis, ils m'avaient beaucoup guidée, donc c'était une forme de reconnaissance aussi de pouvoir leur présenter, finalement la fin de ce travail-là. J'aurais un souvenir, je me souviens de monsieur Jean-François Botrel me disant: «Bon, alors, maintenant que vous avez fait ce que vous vouliez sur l'esthétique ironique, il serait peut-être temps de faire quelque chose sur la critique et la satire». Et c'était quelque chose d'épidermique chez moi à l'époque. Je ne voulais pas, je ne voulais absolument pas le faire. Et je pense que j'ai été un petit peu sèche ce jour-là en lui disant: «Mais non, je ne le ferai jamais». Il se trouve que de manière un peu détournée, dans un hommage que nous avons fait avec Maud Le Guellec à Françoise Etiambre, j'ai fait un article sur la critique et l'ironie satirique chez Clarine. Donc, c'était ma façon de lui répondre, mais quelques années après. Et puis, accessoirement, j'étais enceinte le jour de la soutenance. Et donc, il y avait plusieurs sources de joie qui étaient mêlées. Voilà. Et Anne Charlon, tu l'avais aussi rencontrée pendant le temps de ta Oui, thèse? on avait eu quelques échanges, surtout par écrit, hein, voilà, pour cette thèse.
Et en fait, ce qui est super aussi, c'est que mine de rien, je la retrouve maintenant parce que ce que nous avons en commun, c'est la littérature catalane et le rapport à la littérature catalane. Euh, dans quelle mesure tu dirais que l'enseignante-chercheuse que tu es aujourd'hui a été modelée par les recherches que tu as entamées lors de ta thèse? Alors, il y a plusieurs choses. La première d'entre elles, c'est que comme je le disais, grâce à tout ce que j'ai pu découvrir, pas forcément lire intégralement, mais en tout cas apprendre à l'existence d'écrivains, d'auteurs, de rapports, de médiation, ça me permet d'être plus à l'aise pour passer d'un siècle à l'autre, par exemple, entre 19e et 20e siècle. Et très souvent de pouvoir donner à mes étudiants la notion de la perspective historique. Ce qu'on a assez peu, mine de rien, quand on est sur un objet d'étude, on ne se rend pas compte que bah, ça a déjà été dit avant. Mais ce qui est intéressant, c'est la reprise et le déjà dit et comment ça évolue. Donc ça m'a beaucoup aidé. Bien évidemment, le travail sur l'ironie, c'est quelque chose que textuellement, j'essaye de transmettre quand j'enseigne la traduction de l'humour, par exemple, ou de l'ironie, bien sûr. Et puis, il y a le fait que l'écart, le travail sur l'écart, le travail sur la distance, l'analyse critique, en fait, je pense que c'est fondamental, il faut le garder et c'est ça que j'essaye de transmettre à mes étudiants. Et il y a un autre point aussi, Clarine, en tant que médiateur culturel et aussi traducteur, hein, puisqu'il il a commis quelques traductions, dont celle de Trabajo de Zola, euh, ces textes-là ont nourri ma réflexion sur la médiation culturelle, sur la traduction. Et je mets en rapport ces textes dans des travaux que je peux publier actuellement sur, par exemple, la traduction du Romancero de la Guerra Civile en 1936. Voilà, donc c'est toujours présent. Finalement, c'est plus les concepts que tu avais mis Oui. en jeu pour ta thèse que Mm. Clarine en lui-même qui... Oui. Alors, Clarine, par exemple, il est tout là derrière moi. Ah oui, par exemple, quelqu'un que je n'ai pas nommé, c'est Simone Saillard, parce que les livres que vous voyez derrière moi lui appartenaient. Et ça, c'est quelque chose de fantastique quand un grand enseignant, un grand chercheur vous fait don, alors que vous êtes une toute petite chose, d'une partie de sa bibliothèque. Je me souviens que je me suis rendue chez elle alors qu'elle avait des cartons partout et elle m'a permis de repartir avec ce que je souhaitais de sa bibliothèque. Donc, Clarine, en fait, il est chez moi, il fait partie de moi. Je ne suis pas certaine de revenir sur cette œuvre-là. Par contre, il restera, c'est extrêmement formateur et ça restera toujours en moi. Est-ce que tu as relu ta thèse? Alors, en 2010-2011, c'est-à-dire juste après, oui, parce que j'ai eu la chance que la Casa Velasquez publie un livre tiré de la première partie de la thèse, donc sur l'esthétique ironique. J'ai dû relire quelques chapitres ou un ou deux chapitres de la deuxième partie pour faire un ou deux articles, mais je l'ai assez peu exploité du point de vue article, cette partie-là. Sinon, non. D'ailleurs, je n'ai même pas d'exemplaire de ma thèse chez moi. Ah oui, c'est vrai. Bon, ils sont pas très loin, ils sont J'en dans mon suis bureau témoin. à l'université, mais chez moi, non. Quel conseil donnerais-tu à de jeunes doctorants qui commenceraient ou qui seraient déjà en cours de thèse? Ouais. Alors, je réfléchis à cette question, en fait, souvent. Hein. Quel conseil donner à quelqu'un qui se lance dans la recherche parce que ça fait peur, hein, pour tout un tas de raisons. Et l'une des raisons, et c'est aussi les débouchés actuellement. Du point de vue de la recherche elle-même, je dirais peut-être, n'oubliez pas qu'on devient spécialiste quand on va voir ailleurs. Voilà. Pour moi, le pas de côté est nécessaire. On ne peut pas se spécialiser justement, si on est un hyper spécialiste. C'est pas comme ça qu'on va réfléchir parce qu'il faut apprendre à réfléchir en étant un tout petit peu à côté de son objet, un tout petit peu à côté de sa méthode, un tout petit peu à côté des discours les plus prégnants sur votre objet d'étude. Voilà. Se mettre un peu en danger, Donc, en ça peut fait. être... Pardon? Se mettre un peu en danger, en fait. Se mettre en danger ou chercher l'interdisciplinarité fameuse dont on nous parle, on peut changer hein, le préfixe, hein, Mm. voilà. Mais par exemple, moi en ce moment, je lis des ouvrages d'anthropologie pour essayer de réfléchir différemment le rapport au texte et à la traduction, voilà. Donc, être curieux en tout et faire ce déport vers d'autres univers.
Et ça va vous permettre d'être véritablement spécialiste ensuite. Moi, j'en suis convaincue. Mmh. Est-ce que Voilà. tu pourrais nous lire la première phrase de ta thèse et éventuellement la commenter? Alors, je triche un peu parce que c'est pas la première phrase de l'introduction générale, c'est la première phrase de l'introduction de la partie sur l'ironie, sur l'esthétique ironique. Ah, c'est une phrase courte, hein. L'ironie est si usuelle qu'elle échappe à toute tentative de saisie. Voilà, parce que, bon, c'est un petit peu en lien avec ce que je viens de dire, hein. C'est cette nécessité d'interroger nos certitudes. Heu, je me souviens quand madame Etienvre m'a dit, «Regardez un peu l'ironie». Je dis: «L'ironie, dire le contraire de ce qu'on dit, c'est pas cool, c'est vraiment pas drôle, c'est très très limité» et puis après: «Ah non, l'ironie pour critiquer, c'est bon, ça ne m'intéresse pas» et en fait, voilà, en lisant, déblayant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus à faire, beaucoup plus à dire. Donc parfois on croit savoir, enfin souvent, tout le temps, on croit savoir ce qu'on dit en utilisant des mots qu'on utilise et en fait, il y a toujours quelque chose à chercher derrière. Voilà, donc c'est chercher cette échappée du sens un peu qui m'intéresse. Très bien, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré et pour ce petit retour en arrière sur un moment qu'on a un tout petit peu partagé quand même à l'époque, C'est ça. entre autres la soutenance, mais aussi le temps de recherche. Et voilà, Ouais. c'était un plaisir de t'entendre reparler de Clarine et de ces questions d'intime et d'ironie. Donc, je te remercie beaucoup pour tout ça.